Bienvenue sur Argiop. J'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et surtout enjouée. Je te présente ici le fil de la semaine avec le tarot d'Osho, le tarot de la transformation, où je prends une carte que je décortique sur cette question et que j'analyse pour que nous puissions avancer et grandir ensemble. La semaine dernière, nous avons travaillé le repentir. Cette semaine, nous allons voir ce qui se produit lorsque cette maturation arrive à son point de bascule. Nous allons explorer la carte d'Osho, l'ultime accident, un accident qui ne peut ni se provoquer ni se contrôler, mais qui survient lorsque tout ce qui pouvait être fait a été fait. Pour commencer, la parabole. L'ultime accident. Shiono et son seau d'eau. La cause de l'illumination ne résulte pas d'un changement de cause à effet. Votre quête, votre désir intense, votre volonté de tout faire pour, tout cet ensemble permet peut-être l'émanation d'une certaine fragrance dans votre champ énergétique, dans lequel l'ultime accident devient possible. Tu trouveras l'histoire complète à la fin de ce questionnement. Commençons. À quel endroit refuses-tu encore de changer alors que l'univers, cette force qui te relie au divin, te pousse déjà à évoluer? Cette question a été tissée avec la phrase « Par tous les moyens, j'ai essayé de garder le seau en état, espérant que le bambou fragile ne se casserait pas. » Ce que cette question met en lumière, c'est l'attachement à une forme devenue trop étroite. Nous sommes parfois tellement investis dans le maintien d'une structure que nous ne voyons plus qu'elle ne nous correspond plus. L'effort pour préserver l'ancien peut devenir plus important que l'élan vers le nouveau. L'univers pousse, mais nous retenons. À quel endroit refuses-tu encore de changer alors que l'univers te pousse déjà à évoluer? 2 cartes. Le 9 de bâton accompagné de l'arcane majeur de l'ermite. Le 9 de bâton montre une résistance. Tu tiens ta position. Tu protèges une manière de fonctionner qui t'épuise. Tu vois le changement venir, tu sais qu'il est nécessaire, mais tu continues par habitude. Et c'est récurrent. De semaine en semaine, le même message revient. Peut-être que moi aussi je poursuis un schéma qui demande à être dépassé. Comme toi, je me remets en question avec ce 9 de bâton. Puis l'arcane majeur de l'ermite qui intervient comme un rappel au calme, un rappel à la présence, à chercher à l'intérieur la lumière plutôt que de lutter à l'extérieur. Il ne s'agit pas de forcer davantage, mais de voir que ce qui doit évoluer ne se maintiendra pas par tension. Ce n'est pas une défaite, c'est une maturation. Lorsque le maintien devient impossible, le terrain du basculement est déjà en train de se former. Qu'as-tu déjà traversé qui t'a intérieurement préparé à un basculement que tu ne peux pas déclencher toi-même? Cette question vient du parti du texte qui nous dit que l'accident n'arrive qu'à ceux qui ont tout fait pour, mais il n'arrive jamais à cause de cela. Et ce que nous montre cette phrase, c'est qu'il existe une maturation invisible. Nous pouvons travailler, méditer, réfléchir, évoluer, mais le moment décisif ne dépend pas directement de notre volonté. Il survient lorsque le terrain est prêt. Ce passage ne peut pas être forcé, il peut seulement être accueilli. Alors si quelque chose en toi est déjà prêt, où cela se manifeste-t-il dans ton quotidien? Ce sont 2 cartes qui viennent répondre ici, l'arcane majeur des amoureux accompagné du 4 d'épée. J'avoue avoir été intriguée par cet arcane majeur des amoureux. Dans le tarot Histoire de sorcière, on y voit un couple entrelacé sous la présence d'un esprit qui représente l'amour. Et c'est intéressant, car dans le tarot de Marseille, la scène n'est pas identique. L'amour est tout autour de nous. Voilà ce qu'est venu me répondre cette carte. Mais ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est cette invitation à regarder dans son cœur pour découvrir quelle option donne ce sentiment de complétude et de justesse. Et là, j'ai compris. Peut-être que ce que tu as déjà traversé, c'est l'expérience répétée de te rencontrer toi-même. Peut-être que chaque nuit, lorsque tu dors, tu retournes à ta source sans même t'en rendre compte. Et ici, le 4 d'épée me parle de ce retour silencieux, ce repos, ce retrait. Peut-être que ce basculement, que tu ne peux pas provoquer, est déjà en train de se préparer dans ce moment-là.
Ce que je cherche maladroitement à dire ici, c'est que l'expérience inconsciente que tu fais régulièrement pourrait devenir un jour pleinement consciente. Et cela peut être ça, le point de bascule. Si le basculement se prépare en silence, encore faut-il accepter de voir ce que l'on préfère ignorer. Continues-tu à te fier à une image rassurante de ta situation au lieu de regarder la vérité en face? Cette question a été tissée avec la partie du texte qui nous dit que tout n'est que reflet, illusion, puisque perçu à travers le mental. Ce passage nous invite à distinguer ce que nous croyons voir de ce qui est réellement là. Le mental produit des représentations rassurantes. Il organise, interprète, structure, mais il ne montre pas toujours l'ensemble. La question ne cherche pas à accuser, elle cherche à déplacer le regard. Que reste-t-il lorsque l'on cesse de s'appuyer sur l'image que l'on s'est construite? Et c'est le roi de bâton ici qui vient nous répondre. Quand je regarde ce roi de bâton, je vois une figure de pouvoir, une posture assurée, quelqu'un de fort, de stratégique, qui est prêt à conquérir. Sous son vêtement, on devine une protection comme une armure discrète et une cotte de maille. Le roi n'est pas naïf, il est prêt, il s'est préparé. Il regarde une carte du monde, la partie visible, connue, maîtrisée, et une autre partie derrière lui qui reste cachée. Et c'est là que la question prend sens. C'est comme si tu restais dans le territoire que tu connais déjà, dans ce qui te rassure, dans ce que tu maîtrises. Tu regardes la partie du monde que tu as validée, mais l'autre moitié existe aussi. Ce que cela suggère, c'est que l'ultime accident peut survenir lorsque tu acceptes enfin de tourner la tête vers ce que tu évites, explorer ce que tu n'as pas l'habitude d'analyser, quitter la seule lecture mentale. Ton ego fonctionne parfaitement, mais peut-être est-il temps d'apprendre à connaître ton âme. Si voir autrement demande de dépasser l'image, encore faut-il accepter que certaines certitudes intérieures vacillent. Quelle structure intérieure ou quelle manière de penser devrait céder pour que ton regard sur ta vie change vraiment? Cette question a été tissée avec la partie du texte qui nous explique que le sceau se démantelait à l'intérieur, mais que le mental se démantelait aussi. Ce passage montre que l'effondrement extérieur correspond à un mouvement intérieur. Ce n'est pas seulement un objet qui tombe, c'est une organisation mentale qui se défait. La question ne cherche pas à détruire ton intelligence, elle interroge la rigidité. Qu'est-ce qui, dans ta manière de comprendre le monde, empêche un déplacement réel? Ce n'est pas un manque de savoir, c'est peut-être une forme de fixation. Et encore un roi, le roi d'épée. Après le roi de bâton, nous rencontrons le roi d'épée. Ici, on n'est plus dans l'élan ou la conquête, mais dans la préparation. Il ne s'agit pas d'agir, mais de comprendre. Quand je le vois pointer son épée vers son livre, c'est comme s'il me rappelait que la connaissance est une arme. Bien utilisée, elle peut être extrêmement puissante. Elle éclaire, elle tranche, elle clarifie. Mais si elle devient rigide, elle peut aussi enfermer. Peut-être que tu as déjà sous les yeux la notice nécessaire au changement, quelque part en toi ou à l'extérieur. Peut-être que tu sais déjà ce qui doit être ajusté. Ce qui doit céder ici n'est pas ton intelligence. C'est une manière de penser devenue trop fixe. Et c'est là que l'ultime accident intervient. Lorsque la certitude se fissure, le regard peut enfin se transformer. Si une manière de penser commence à se fissurer, alors une identité entière peut vaciller. Ce qui nous amène à la question: quelle part de ton identité continues-tu à défendre parce qu'elle t'a autrefois protégé? Cette question a été tissée avec la partie du texte qui nous explique que par tous les moyens, elle a essayé de garder le sceau en état, espérant que le bambou fragile ne se casserait pas. Ce passage parle d'un effort de maintien, d'un attachement à une forme qui a été utile, nécessaire, peut-être même salvatrice. Mais ce qui a protégé à un moment donné peut devenir un obstacle plus tard. La question ne cherche pas à nier le passé, elle interroge la fidélité excessive à une ancienne nécessité. À quoi restes-tu attaché par loyauté alors que la situation a changé? 3 cartes ici. Le 10 d'épée qui nous montre la fin. Tu es à terre, mais tu n'es pas mort. Sur le 10, nous sommes dans l'énergie du 1.
Quelque chose se termine pour que autre chose commence. Ce qui est à terre, ce n'est pas toi, c'est une manière de fonctionner. Nous sommes dans la minute juste avant l'accident ou au moment même où il se produit. Sans cet accident, tu ne te remettrais peut-être qu'intellectuellement en question. Tu te dirais peut-être qu'il faut que ça change, qu'il faut que je change ceci, il faut que je fasse cela, mais rien ne bougerait vraiment. Le 5 de bâton nous montre la tension, la lutte, le conflit intérieur. Ce n'est pas seulement une dispute extérieure, c'est une résistance. Et le 6 de coupe qui nous ramène en arrière, à l'origine, au moment où cette protection s'est construite, à l'apprentissage qui t'a mené jusqu'ici. Ce n'est pas une erreur, c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, cette défense arrive à son point de rupture. L'ultime accident n'est pas une punition, c'est la fin d'un mécanisme devenu trop étroit. Si une ancienne protection arrive à son terme, alors se pose la question de ce qui te retient encore. D'où la question, as-tu réellement mené à terme ton cheminement intérieur ou continues-tu à croire qu'il te faut encore pratiquer, comprendre ou te transformer pour être prêt? Cette question a été tissée avec la partie du texte qui nous dit que tout ce qui pouvait être fait avait été fait, il ne restait plus rien, elle était prête. Ce passage insiste sur un point essentiel. Le moment du déclic survient lorsque le travail est accompli, pas lorsque l'on attend encore une validation extérieure. La question interroge l'attente prolongée. N'est-il pas possible que tu sois déjà arrivé au seuil, mais que tu continues à repousser le pas décisif en croyant qu'il manque encore quelque chose? Pour répondre à cette question, nous sommes face à une double énergie de feu, la reine et le roi de bâton. Une maturité, une capacité, une puissance prête à s'exprimer. Quand je regarde ces deux cartes ensemble, je vois une double préparation. La reine est là, posée, on sent l'énergie, prête à partir. On devine la puissance contenue. Il y a même cette impatience silencieuse qui est montrée par son dragon, comme une vapeur qui monte. Mais elle attend. Elle semble encore attendre un signe, un geste, un complément, une validation, quelque chose qui viendrait confirmer que le moment est bon. Le roi de bâton, lui, a l'intention. Il veut y aller. Il sait qu'il doit avancer. Mais on voit bien que les feuilles sur son bureau sont encore blanches, elles sont vierges. Il ne sait pas exactement comment. Il ne sait pas encore par où commencer. Il est dans l'intention, pas dans l'élan. Ce que ces deux cartes montrent ensemble, ce n'est pas un manque de capacité, c'est un excès de préparation. Tu es prêt, prête, mais tu continues à préparer. Et peut-être que l'ultime accident ici viendra précisément interrompre cette attente. Non pas pour te punir, mais pour te pousser à faire ce que tu savais déjà devoir faire. Si tu es prêt, prête, sans oser encore avancer, alors la question devient plus profonde. Qu'est-ce qui, en toi, ne peut pas être emporté par le mouvement? Si tout autour de toi venait à changer, qu'est-ce qui resterait stable en toi? Cette question a été tissée avec la phrase « Plus aucune eau, ni aucune lune dans l'eau. Dans ma main, le vide. » Ce passage ne parle pas de perte, il parle d'espace. Lorsque le reflet disparaît, il reste la réalité. Lorsque les supports tombent, il reste l'essentiel. La question n'interroge pas ce que tu vas perdre, elle interroge ce qui, en toi, ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Et deux cartes pour répondre à cette question. Le 7 de Pentacle, 7 de denier, qui nous parle d'attente, mais pas d'immobilité stérile. C'est le temps de l'observation, le temps où l'on regarde ce qui a été semé. Et le 6 d'épée montre un déplacement, un passage, non une fuite. Ma sorcière avance. Elle regarde encore en arrière, oui, mais elle avance quand même. Le vent souffle contre elle, et pourtant ses pieds sont bien posés au sol. Les autres sorcières sont déjà en vol. Elle choisit son rythme. Ce n'est pas une résistance, c'est une transition consciente. Peut-être que justement l'ultime accident n'est pas une chute brutale, mais c'est ce moment où tu acceptes enfin de quitter la rive sans renier ce que tu as été. Ce qui restera stable en toi, ce n'est pas une habitude, mais c'est ta capacité à traverser. Cette semaine, l'ultime accident nous a rappelé que le déclic peut surgir à tout moment sans que nous puissions le provoquer ni le maîtriser.
Et la semaine prochaine, c'est la carte de la transmutation qui revient, qui était déjà là il y a 15 jours. Cette carte vient nous rappeler que la vie n'est pas faite que de joie, mais aussi de peine. C'est l'équilibre, le yin et le yang, la vie et la mort, etc., etc. Accepter le moment présent, méditer et vivre pleinement ce qui est là. Voilà ce que nous rappelle cette carte, mais nous l'explorerons mieux la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. La nonne Shiono méditait depuis des années, mais n'arrivait pas à atteindre l'illumination. Une nuit, alors qu'elle portait un vieux seau rempli d'eau, tout en suivant son chemin, elle observait le reflet de la pleine lune dans l'eau du seau. Soudain, les liens de bambou qui maintenaient le seau se rompirent et le seau s'effondra. L'eau s'en échappa. Le reflet de la lune disparut, et Shiono s'éveilla. Elle écrivit ce poème. Par tous les moyens, j'ai essayé de garder le seau en état, espérant que le bambou fragile ne se casserait pas. Tout à coup, tout s'écroula. Plus aucune eau, ni aucune lune dans l'eau. Dans ma main, le vide. L'éveil ressemble toujours à un accident car il est imprévisible. Vous ne pouvez ni le provoquer, ni le gérer. Mais comprenez-moi bien, ce n'est pas parce que je dis que l'illumination ressemble à un accident que vous ne pouvez rien faire pour y parvenir. L'accident n'arrive qu'à ceux qui ont tout fait pour, mais il n'arrive jamais à cause de cela. Ce qu'ils font sert uniquement à créer une situation propice pour que l'accident arrive, c'est tout. Tel est le sens de ce bel incident. Il me faut vous parler de Shiono. C'était une très belle femme et quand elle était jeune, même l'empereur et les princes la courtisaient. Elle refusa parce qu'elle ne voulait être en amour qu'avec le divin. Elle alla de monastère en monastère pour devenir nonne. Cependant même les grands maîtres la répudièrent. Il y avait tant de moines, et elle était si belle qu'ils en oublieraient Dieu et tout le reste. Et donc partout on lui fermait la porte. Alors que fit-elle? Ne trouvant pas d'autre solution, elle se brûla le visage et fut entièrement défigurée. Puis elle se rendit chez un maître. Il ne put même pas savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Elle fut alors acceptée comme nonne. Elle étudia et médita continuellement pendant 30 ou 40 ans. Puis finalement, une nuit, elle était en train de regarder le reflet de la lune dans le seau. Tout à coup le seau tomba, l'eau s'échappa et la lune disparut. Et ceci fut le déclic. C'est toujours un déclic qui enclenche une renaissance, quand ce qui est vieux disparaît et que le nouveau apparaît. Tel fut le déclic. Soudain l'eau s'échappa et il n'y avait plus de lune. Elle dut alors lever les yeux, et la véritable lune se trouvait là. Subitement elle s'éveilla à ce fait. Tout n'est que reflet, illusion, puisque perçu à travers le mental. Alors que le seau se démantelait, à l'intérieur le mental se démantelait aussi. C'était le moyen, tout ce qui pouvait être fait avait été fait. Elle avait accompli tout ce qui était possible. Il ne restait plus rien, elle était prête, elle l'avait mérité. Cet incident ordinaire devint le déclic. Tout à coup, tout s'écroula. C'était un accident. Plus aucune eau, ni aucune lune dans l'eau. Dans ma main, le vide. C'est cela l'illumination. Quand dans votre main c'est le vide, quand tout est vide, quand il n'y a personne, pas même vous. Vous avez trouvé le visage original dont parle le zen. Merci pour votre écoute.